Claude Feman. Bonjour. Vous allez bien? Et vous-même? Super. Top. Alors déjà, je voulais vous remercier d'être venu pour mon émission Je hors vous en prie. catégorie sur Art Up TV. Alors aujourd'hui, Monsieur Claude Feman, on vient présenter votre livre qui s'appelle Les Sentiers de la Vertu. Voilà. Exact. Alors ce livre, il parle un peu de votre vie, de votre autobiographie par rapport à tout ce qui est le sport, tout ce que vous avez pratiqué dans votre jeunesse, jusqu'à votre blessure en 2005. Ensuite, tout ce qui est, vous avez fait du rap, vous avez été rappeur, vous avez été artiste, et aujourd'hui, bah, vous êtes écrivain, auteur, et vous avez énormément de casquettes à votre arc. Donc voilà, vous êtes venu pour en parler aujourd'hui, et je vous remercie pour ça. Alors moi, Monsieur Feman, j'ai demandé à ChatGPT, qui est un IA aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, qui est Monsieur Claude Feman. Alors voilà, il m'a décrit. Alors il s'agit vraisemblablement de Claude Lévis Doukam Kamdom. Voilà, Exact. connu sous le nom de Claude Camden ou Feman, un ex-haltérophile et rappeur d'origine camerounaise désormais établi en France. Exact. Tout à fait. Il commence sa carrière comme haltérophile au Cameroun, puis arrive en France en 1992 grâce à une bourse sport-études du CIO. Exact. Il a toutes les infos, hein, Ah, c'est fou. Hein. c'est, Licencié dans les clubs à Nevers, puis à Carpentras, il remporte plusieurs titres de champion de France Open, notamment en 1994, 1997, 98, 99 et 2002. Exact. Waouh. Il remporte au total 18 médailles internationales. Je sais pas si vous vous rendez compte, le monsieur qu'on a à côté de nous, 18 médailles internationales, dont des titres en championnat d'Afrique junior et senior. Exact. Magnifique. Des douleurs persistantes au genou vous amènent à mettre un terme à votre carrière sportive en 2005, en pleine préparation des Jeux Olympiques d'Athènes. Exact. C'est bluffant. Exact. Vous avez vu, c'est fou, hein, c'est chaque détail comme ça. C'est bluffant. Moi, je bosse beaucoup avec l'IA parce que je me rends compte qu'en fait, je peux faire des recherches de mon côté, j'en ai fait d'ailleurs, mais lui, il va me donner vraiment toutes les infos que je n'ai peut-être pas et que je peux peut-être pas trouver tout seul. C'est très Que lui, il regroupe synthétisé et tout c'est en très fait. propre. Il Exact. regroupe tout. Ah, Parallèlement, il mène une carrière musicale sous le nom de Feman. Vous publiez une série de clips musicaux entre 2008 et 2024, explorant des thèmes personnels et sociaux. La douleur des anges en 2008, Wide Laka Wide en 2010, Justice sociale en 2018, Les dormeurs du trottoir en 2019, Pandémie fémanique en 2021, Miss Alti 2023 entre autres. Exact. Incroyable. En résumé, Monsieur Claude Camden Feman, Claude Lévis Doukam Kamdom, ancien haltérophile rappeur sous le nom Feman carrière sportive, titre de champion de France, médaille internationale, arrêt de carrière en 2005 et votre carrière musicale jusqu'à 2024 et vous continuez encore. Et aujourd'hui, on est là pour présenter les Sentiers de la Vertu. Exact. Magnifique. Tout est vrai. Je valide tout. Magnifique. Alors voilà, j'ai demandé aussi à ChatGPT de me générer des questions pour vous parce que honnêtement, c'est le meilleur pour poser des questions. C'est pas mes questions, c'est les questions de l'intelligence artificielle. Alors, comment vous êtes passé de El Secta à un univers solo avec la douleur des anges? Disons que El Secta, c'est un groupe de rap que j'ai créé à Ouais. Carpentras avec mon acolyte Laurent Saphir. D'accord. Et on a créé ce groupe en 1998. Ouais. Et nous avons sorti notre premier album, l'unique album qu'on ait jamais sorti, on l'a sorti en Ok. 2004. Et cet album, ça s'appelait You Mami Pima. Ok. Donc c'est un album qu'on a enregistré une partie, nous avons enregistré une partie chez Sadil avant que ça ferme à Marseille. Ok. Et à l'époque, on vivotait beaucoup entre Aix-en-Provence, Avignon et Marseille. Ouais. Voilà. Très bien. Voilà, c'était la petite question. Ensuite, comment on passe du sport à la musique? Comment on a la transition dans la tête de se dire, vu que maintenant, aujourd'hui, malheureusement, à cause d'une blessure, je ne peux plus être sportif, je veux me lancer dans la musique et je veux pouvoir propager un peu mon message à travers la musique, en fait, tout simplement. Disons que c'est complètement par hasard parce Ok. que au tout début, et je le dis dans le bouquin, j'ai jamais voulu rapper. Ouais. J'ai rappé par nécessité. Il faut D'accord. savoir, et je le dis dans le livre, au tout début, moi, mon kiff à l'époque, c'était de faire rapper mes textes à Passy et Stomy. Ok. Voilà, Très parce bien. que je suis arrivé dans ce pays le 3 octobre 1992. Et à l'époque, l'album Temps de haine tournait, Ombre et Lumière d'Ayam tournait, il y avait Quelle éducation d'Assassin qui tournait. D'accord. Ce sont ces chansons-là qui m'ont accueilli au foyer des jeunes travailleurs où Ouais. j'ai atterri à Vallon, dans le 89 à l'époque. Je me souviens que les frérots, ça tournait beaucoup dans les Walkman et tout ça. Et non à cette éducation d'Assassin à l'époque tournait et j'ai kiffé trop ce son. Ouais. Et je n'avais aucune notion de comment écrire une chanson et tout ça, de comment rapper, le temps, la mise en place rythmique, les choses comme ça. Donc du coup, mon kiff à l'époque au foyer, j'avais beaucoup d'idées, donc j'écrivais pour les frérots du foyer. Ok. Et c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans par hasard.
Et puis petit à petit, je suis tombé sur cette cassette de Pourquoi tant de haine de Minister Hammer, et je me suis dit, c'est pas possible. Ces mecs, il faut que je les trouve, et il faut qu'ils rappent des textes à moi, parce que la réalité qu'eux décrivaient, bien qu'on soit en province, on vivait exactement la même réalité. Donc vous avez écrit pour eux, c'est ça? J'ai commencé à écrire pour eux et j'ai commencé à monter sur Paris pour essayer je le raconte dans le bouquin, Ouais. pour essayer d'arriver à Sarcelles. Ok. Et pendant des années, ça a été le parcours du combattant Ouais. jusqu'au jour où j'ai atterri à secteur A, où j'ai été accueilli par Fred, alias Bouboule, qui est devenu un grand frère. Ben, magnifique, très beau parcours en tout cas. Voilà. Et Harmonie Cosmique, ça marque vraiment une évolution. Comment vous décrirez-vous cette transformation musicale? Il n'y a pas eu de transformation, je vais dire qu'il y a eu une évolution. D'accord. Et cette évolution, elle est due à mon parcours. Il faut savoir que quand j'ai reçu mon tout premier passeport en 1991, j'étais encore au Bled, j'étais encore au Cameroun. Il était marqué dedans que ce passeport me donnait droit à tous les pays du monde entier, sauf l'Afrique du Sud. Et comme l'homme fait ses petits calculs et que c'est la vie qui décide, c'est le destin qui décide. 2 ans après, pendant l'élection de Nelson Mandela en avril 1994, j'étais en Afrique du Sud. Donc, au crépuscule de l'apartheid, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Et le chamboulement personnel et historique que j'étais en train de vivre a beaucoup joué pour la suite de mon évolution à la fois artistique et humaine. Là, je voyais des Zoulous dont la plupart ne savaient pas lire, qu'on transportait dans des camions pour aller voter. On leur avait fait leur carte de vote, on leur avait expliqué leur rôle de citoyen, du fait qu'un vote comptait et que historiquement, en tant qu'individu, en tant que citoyen, ils avaient un rôle à jouer dans la transformation et dans l'évolution de la société. Moi qui n'aimais pas entendre parler de vote, quand je suis revenu en France, j'ai compris tout de suite que voter était une nécessité. Et par la suite, ça a beaucoup influé sur mon écriture. J'ai toujours habité par exemple les cités, mais j'ai toujours refusé d'écrire sur les cités n'importe comment. Et c'était un parti pris. J'ai toujours pensé que tout le monde n'avait pas le talent, par exemple, de l'expression directe à l'époque, ou de la FF par la suite, ou même des snipers, pour écrire, ou même à Libye, hein. C'est pas parce que le frérot est là j'ai collaboré avec Libye. C'est un frérot, un des plus authentiques dans le game. Et ces gens-là, avec le talent pour parler de la rue. Voilà, moi, ce talent-là, le talent. Faut être légitime, en gros. Voilà. Et ce talent-là, je l'avais pas. Je l'avais pas, ce talent-là. Donc, du coup, j'ai toujours fait un rap très singulier qui était en adéquation avec la vision que moi j'avais des choses. Et surtout, je ne pouvais pas être en Afrique du Sud un jour, le lendemain être en Chine et revenir au quartier, dire aux petits, nous vivons la même réalité. C'était pas vrai du tout. La réalité, c'est que j'étais un sportif de haut niveau qui échappait, grâce à mon talent de sportif, à cette réalité-là de façon cyclique. Voilà, je partais pour un stage d'1 mois. Je revenais bien sûr dans ma cité à chaque fois, mais j'étais dans une autre réalité. Et je vivais, ce qui fait que j'avais un pied à la fois ancré dans la réalité du quartier, et j'avais aussi un pied ancré dans le monde. Donc du coup, ça m'a permis de discuter par exemple avec des rebelles sud-africains pour la liberté et pour l'égalité entre les peuples. Ça m'a aussi permis, quand j'étais du côté de la Chine et même à Hong Kong, de parler avec des progressistes qui rêvaient de la rétrocession de Hong Kong à la Chine et qui rêvaient des libertés, de progrès et surtout de démocratie. Moi, quand je regarde dans le rétroviseur, je pense que je suis resté cohérent à ce que je faisais depuis l'époque. Je n'ai jamais voulu m'attribuer un rôle que j'avais pas. J'ai jamais voulu jouer un personnage que j'avais pas. C'est ce qui explique que j'ai sorti La douleur des anges à l'époque, qui était un morceau qui dénonçait l'inceste. J'habitais une cité, je bouffais du béton, ce n'était plus la peine d'aller cracher au micro que je bouffais du béton, alors que certains MC le faisaient très bien. Donc du coup, bon ben j'étais ancré dans ma propre réalité. Quand je partais regarder des procès à l'époque à Carpentras, j'avais été ému par cette histoire d'inceste-là, d'une fillette adoptée qui était abusée par son père adoptif. Et ça avait donné lieu à cette chanson qui s'appelle La douleur des anges. Voilà. D'accord, très bien. Maintenant, ce que je voulais vous demander pour le théâtre et le cinéma, qu'est-ce que vous a apporté le théâtre dans Élégie pour Senghor? Élégie pour Senghor est né d'une rencontre fortuite. Un jour dans Avignon, je suis en train de me promener et au hasard d'une rue,
Je regardais dans un magasin et à l'intérieur était assis un subsaharien qui était là. Et j'ai trouvé que sa galerie était hyper colorée et hyper africain. Moi qui suis parti d'Afrique très très jeune, très tôt, j'ai des carences en culture africaine. Donc je suis entré spontanément et ce monsieur en fait, dès que je lui ai dit bonjour, et je voulais en savoir plus un peu sur sa galerie et tout, il m'a tendu spontanément un texte de lire. J'ai lu cet extrait de texte et comme ce que j'étais en train de lire, le flow lui plaisait, ainsi de suite, il m'a redonné un autre texte et tout. Et à la fin, il s'est présenté à moi comme étant un metteur en scène. Il s'appelait Monsieur Babaka Baye. Et il était en train de monter cette pièce qui s'appelait Élégie pour Senghor. Élégie pour Senghor, c'est une pièce de l'académicien et poète sénégalais Léopold Sédar Senghor. Donc, du coup, le hasard est voulu que ça matche tout de suite entre nous. Et il a monté cette pièce dont j'étais l'acteur principal. On a tourné avec cette pièce pendant presque 2 ans. Ben, magnifique, franchement. Voilà. Vous avez aimé le côté théâtre? J'ai aimé le côté théâtre, surtout le côté mise en scène, prise de parole, et ça m'a surtout permis de découvrir la poésie sur son angle, on C'est va vrai. dire, voilà, moi qui suis un autodidacte, si on m'avait dit un jour que je réciterais les paroles de Léopold Sédar Senghor, un académicien éminent, intellectuel, moi qui viens des rues de Douala, j'y aurais jamais cru. Mais comme je suis surtout un résilient, vaillant, j'ai toujours pris ça avec beaucoup d'humilité, mais surtout, Polyvalent aussi. Très polyvalent même, faut le dire. c'est Faut dire exact, les termes. exact. Écrivain, artiste, comédien, vous avez toutes les casquettes en fait. Oui, mais toujours pas nécessité, toujours pas nécessité. Vous voyez, cette pièce, elle est tombée pile poil en 2006. J'avais arrêté ma carrière sportive en De 2005. sportif, ouais. Voilà, ma carrière sportive, ma dernière compétition, je l'ai faite en janvier D'accord. 2005. Et une amie à moi, big up à elle, m'a dit à l'époque, vas-y, fais des castings, on est dans le sud de la France, l'été, il y a beaucoup de festivaliers, C'est il y a vrai. beaucoup de festivals et tout ça. Je pense que là-dedans, le temps d'un été, tu peux bosser quand même et tu peux te nouer des contacts comme ça. Et c'est elle, voilà. Et bah, bravo à elle, parce que c'est vrai que Elle a eu le ils flair. pensaient pour l'été, juste, il y en a qui se disent l'été c'est les vacances. C'est ça. À la place, voilà, À la y aller place. pour un casting, c'est pas mal, Voilà. c'est propre. Et dans la foulée aussi, j'ai rencontré Monsieur Roberto Alagna, celui D'accord? avec lequel on a joué, j'ai joué dans son spectacle l'opéra Aïda et Ah, donc l'opéra vous avez eu Fest. plusieurs expériences théâtrales. Exact. Ok, génial. Là, c'était plus un opéra dans Ouais, lequel je jouais le rôle d'acrobate. d'accord. Et nous étions plus de 100 sur scène et ça s'est passé au théâtre antique d'Orange. Ok. Et c'était pas gênant avec la blessure pour être faire des acrobaties? Pour être tout à fait vrai, je le dis dans le bouquin, à l'époque, déjà, je savais même plus si j'étais capable de faire un salto ou des choses comme ça Ouais. et tout. Et j'avoue qu'avec des genouillères, avec des bandes, avec des pommades, avec des bons échauffements, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. Ah, Mais ça c'est bien. j'avoue que ça a été une parenthèse très, 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 très difficile. J'imagine même pas parce que ça aurait pu empirer la blessure, c'est ça le truc. Ben, c'est surtout que ce ne sont pas des petites blessures. Il faut Oui. signaler que j'ai subi 2 opérations très lourdes Ok. des 2 genoux. Donc cette parenthèse là, de toute façon, j'étais dos au mur, j'avais pas le choix. Donc Ok. voilà, comme tout citoyen qui mène une vie thug, quand on est dos au mur, Ouais, j'ai serré les dents je et vois j'y ce que suis vous allé. voulez dire. Voilà, j'ai serré les dents et j'y suis allé. Et vous avez fait aussi des apparitions au théâtre et au cinéma. Exact. Le Ça a été une expérience un peu à la fois frustrante, le cinéma, parce que trop de casting, D'accord? parce que trop de désillusions, parce que trop d'essais, Ça parce que c'est vrai. jamais rappelé. Et c'est l'occasion ici de saluer Madame Agnès Jaoui, très très grande actrice du cinéma français. C'est la seule qui m'a donné mon petit rôle au cinéma, qui a duré quelques secondes dans un long métrage avec Jamel Debbouze, qui Comme s'appelait c'est Amélie Poulain? non, du tout, ça aurait été formidable. Ah, Malheureusement, c'est un film qui est passé très confidentiel, mais ah, que j'aime d'accord. beaucoup. Ça s'appelle toujours ce film, ça s'appelle Parlez-moi de la pluie. Ok. C'est très poétique et c'est malheureusement passé à la trappe. Mais j'ai Ah, été très heureux de tourner avec le feu Jean-Pierre Bacry, que je salue ici la ah, mémoire. grand acteur, Très très grand grand acteur. monsieur qui, à l'époque, je me souviens que quand j'avais tourné cette scène et que j'avais terminé, au moment de partir, je l'avais vu devant sa caravane comme ça, il était en train de fumer sa petite cigarette dans son peignoir et tout. Je m'étais arrêté
pour papoter, parce que je ne fais que ça, papoter avec des gens. Ouais. Ah, bah c'est bien. Et là, j'étais très étonné parce qu'il maîtrisait le rap ricain sur le bout des doigts. Son truc, c'était plus le jazz, mais il était beaucoup très hip-hop aussi. Il m'a parlé de Snow, il m'a parlé de beaucoup Ah oui. ouais, il était très West Coast. Et c'était un très grand monsieur, très cultivé, et je me garde de lui un très grand souvenir. Quand j'ai appris sa disparition, j'avais été très peiné. Ah ouais, je vous comprends. Voilà, Je j'avais été très comprends. peiné. Même moi qui est jeune, mais qui a connu quelques films dans lesquels il a joué, ça m'a fait de la peine de l'apprendre. Voilà, C'est vrai, c'est vrai. c'était un très grand Il avait monsieur. joué dans Le Grand Pardon, il avait joué dans énormément de films. Moi, le dernier film en date que j'ai vu, c'est Le Sens de la fête. Le sang de la Il fête. est excellent dedans. Voilà, il Il est est excellentissime. magistral même. Vraiment. Magistral. Moi, je suis un bouffeur de cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma depuis que je suis jeune. Voilà. Et c'est vrai que Bakri, c'était un monument C'est français. ça, le Vraiment. fils préféré, il a joué beaucoup de classiques. Il a joué avec que des grands acteurs. Voilà. Et très grand monsieur de la culture, très grand monsieur Et du cinéma. comment le processus de créativité, comment naissent vos morceaux? C'est-à-dire, vous les écrivez, vous les posez en studio, vous avez quelqu'un qui fabrique les instrus, ou c'est vraiment comment ça se passe? Quand vous vous posez en studio, je parle récemment. Quand vous avez commencé, j'imagine, c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui de trouver des personnes qui s'occupent de toute la technique. Moi, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, j'imagine. exact. Voilà. Big up à mon acolyte de toujours, Saphir. Saphir est quelqu'un qui a l'oreille absolue. Ceux qui D'accord. font la musique savent ce que c'est. Ça veut dire qu'il est capable de traquer une fausse note au milieu d'une forêt de mélodies. Et Saphir, depuis qu'on a arrêté le groupe El Secta, du fait que j'ai déménagé à Paris, du fait que lui aussi, entre-temps, il était très occupé parce que entrepreneur et très pris, il s'est mis à faire du son. Et j'avoue que sur le dernier album, mon dernier album qui est sorti il y a 3 ans, Harmonie Cosmique, il m'a placé quelques sons sublimes dedans, dont le son Au cœur de nos rancœurs. C'est lui qui a fait ce son qui tourne magnifiquement bien. Les Dormeurs du trottoir, une chanson que j'ai dédiée aux dormeurs de la rue qu'on appelle vulgairement les SDF. C'est lui qui a composé ce son-là. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de choix par rapport à avant. Avant, on était très formaté par les faces B et j'avoue que c'était plutôt pas mal. Et puis bon, quand Marout a rencontré celui d'Alibi il y a une dizaine d'années, à l'époque, j'étais très heureux parce que lui, pour le coup, autant j'étais en manque de son, autant il avait un surplus de son. Ok, ouais, Donc je vois ce que vous voulez dire. voilà, donc du coup à l'époque c'était beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, j'avoue que j'ai plus de facilité aujourd'hui avec l'évolution. Mais voilà, parce qu'avant, je pense que rien que pour trouver quelqu'un qui fait une instru, ça devait être très compliqué à trouver quelqu'un qui avait une tablette pour pouvoir faire les instrus. Aujourd'hui, t'en trouves à 30 euros, 40 euros, tu peux les Exact. faire. C'est plus dur, je pense, avant. Exact. En plus, à l'époque, j'avais ni permis ni voiture, donc je partais de Carpentras, je faisais du stop jusqu'à Marseille chez mon pote Ah oui, faut El être motivé, Maestro. hein. Faut être Ben oui, oui, motivé oui, pour ça, hein. c'est exactement ça. Donc je partais à Marseille, je passais parfois un jour ou deux là-bas. Il me proposait des sons, il composait direct, et puis je repartais avec, je testais des choses, et c'était plutôt pas mal. Et c'est l'occasion de lui placer un grand big up parce qu'il a fait 95% des sons de l'album Un La big Douleur up à des lui, en tout Anges. cas. Comment il s'appelle? Il s'appelle Steph Akamaestro, qui a longtemps travaillé chez Sat Hill et qui a longtemps fait de la programmation aussi Très bien. pour le groupe IAM. Ah, IAM, très grand groupe, hein. Voilà, très grand Légende groupe. encore, on Les parle gens, que de légende ici, de toute voilà, façon. c'est exactement ça. Et maintenant, je voudrais vous poser une question pour votre livre. Exact. Vous l'avez écrit vous l'avez écrit seul, vous l'avez écrit avec quelqu'un qui peut écrire. C'est comment ça s'est passé la conception du livre. Alors déjà, je vais vous montrer. Voilà, Le Sentier de la Vertu. Si vous voulez l'acheter, il est disponible des éditions Bangam, c'est ça? Les éditions au Bagam. Ah, au Bangam. J'avais pas vu que c'était un O. Excusez-moi. Non, c'est normal. Et voilà, il est disponible partout. C'est Disons comment qu'il- ça se passe pour l'acheter? C'est ça la question. On pourra le commander à la Fnac dès le 4 août. Ah, félicitations. Voilà, la sortie officielle, Génial. c'est dès le 4 août. Très bien. Là, samedi dernier, on a fait une séance de dédicace, l'occasion pour moi ici de remercier Monsieur Stevenard qui nous a prêté son hôtel particulier, où Magnifique. nous avons fait cette séance de dédicace où tous les copains étaient là, qui ont ramené leurs copains aussi. Donc c'était Ça, c'est vraiment cool. une dynamique vertueuse et c'était magnifique. La question de base, c'était quoi déjà? Alors, c'était comment la conception du livre, qu'est-ce qui vous a déjà donné envie d'écrire un livre et comment vous l'avez conçu? C'est-à-dire, est-ce que c'est parti d'une idée où vous vous êtes dit, faut que je raconte mon histoire? Ou est-ce que c'est vraiment un objectif, vous vouliez écrire un livre? Non, du tout. Ce livre est né d'un hasard. C'est né d'un hasard parce que, comme je vous l'ai dit, aux 4 coins du monde où j'ai été faire mes compétitions, à chaque fois, j'ai toujours pris des notes dans l'espoir de faire des chansons. C'était des notes pour faire des chansons. Très bien.
Et j'ai ma mère de cœur qui est tombée malade il y a une dizaine d'années, perd son âme, elle nous a quittés Et à son entre-temps. âme. Quand elle est tombée malade, j'avoue que j'ai reçu beaucoup de coups de fil d'Afrique qui me sollicitaient parce qu'elle était hospitalisée, parce qu'il fallait des tas de choses. Et comme ici, j'avais pas encore une situation financière stable. Je m'étais dit à l'époque, comment est-ce que moi je peux aider ma maman de cœur qui était dans une situation difficile, sachant qu'elle avait contracté euh, comment on appelle ça, oh, ça m'échappe, mais ça va venir. Un diabète, voilà. Elle Ah, avait contracté d'accord. un diabète de type 2, très agressif, sale maladie, très Ouais, agressif. très sale maladie. Voilà. Une maladie agressive très vite. Elle a perdu la vue. Et Wow. c'est à l'époque que j'ai eu pour la première fois l'idée de ce bouquin parce que je me suis dit, bon, même si ça fait pas de sous des livres, écrit quand même un bouquin, c'est toujours mieux le moment venu que si j'avais rien du tout. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Parce que les paroles partent, mais les écrits restent. D'ailleurs, c'est important. Voilà, et surtout, c'était pour moi à l'époque l'occasion, de revenir sur mon passé de sportif et surtout de raconter mon petit parcours. Mine de rien, il y avait de la matière. La preuve, c'est qu'au final, ça donne un livre de 464 pages Waouh. et je Ah oui. travaille déjà sur le deuxième. Ah, petit exclu pour Arthur. Petit exclu pour Oui, Arthur. Magnifique. exact. Donc l'idée est née comme ça, mais ça s'est intensifié pendant le confinement. Les deux confinements ont accéléré le processus. Parce C'est que vrai que j'ai remarqué que pendant le confinement, on a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. C'est vrai, hein. voilà, on C'est était magnifique. enfermés entre quatre C'est murs, ça. donc Il fallait soit occuper son temps, il quoi. fallait occuper son C'est ça. temps. Donc ça m'a permis de me replonger dans mes propres archives personnelles. Avec les déménagements, j'ai perdu beaucoup de carnets sur lesquels j'avais pris des notes. Mais les autres carnets que j'avais retrouvés m'a permis de retrouver le fil de toutes ces histoires-là. Les nuits de freestyle entiers dans le ghetto de Soweto en 1999, parce que quand j'y suis allé la première fois, Ouais. j'avais pas eu l'occasion de visiter le ghetto, mais quand j'y suis retourné 4 ans après, 5 ans après, puisque c'était en 99 que j'y suis retourné pour la deuxième fois, là nous étions au cœur de Soweto et c'était l'occasion effectivement d'aller voir les vrais MC du ghetto qui à Ah, l'époque étaient biberonnés au son ricain et tout ça. ok. Et la première fois qu'ils m'ont entendu rapper en français, ils étaient subjugués et je voyais dans leurs yeux que c'était génial. Ils Alors, connaissaient pas le rap français non, à ils connaissaient l'époque. pas le rap Ok. français du tout. Et dans mes valises à l'époque, je m'étais barré là-bas avec des sons Sage-Po, NTM. Ah oui. J'avais dans mes valises tout le secteur A. En gros, ils ont eu la matière pour écouter des Voilà, vrais classiques français, quoi. c'était exactement Génial. ça. Donc ils avaient à l'époque des ghetto blasters, des postes radio là qui étaient cassés de partout. Ils avaient rafistolé et tout, ça marchait aux piles et c'était génial. Ouais. Moi, quand je partais du centre-ville où j'étais logé, j'achetais des piles comme ça que je mettais dans mon sac tranquillement et j'arrivais, je lui faisais cadeau des piles et tout ça. Du coup, on chantait, ça les rendait C'est heureux génial, ça. et c'était génial de partager ces moments-là avec eux. Franchement, c'était cool. Alors moi, je voulais vous demander quel a été le vrai moment marquant dans votre carrière de sportif où vraiment à ce moment-là vous vous êtes dit, parce que vous avez gagné, comme on a su, 18 quand même médailles, qui est exceptionnel. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant où vraiment vous vous en rappellerez, et que d'ailleurs qui est cité dans le livre, un moment marquant vraiment où ce jour-là vous vous êtes dit, c'est le moment où vraiment j'ai passé une étape dans ma carrière. Oui, c'était à la fois, c'est un souvenir qui est à la fois fort et en même temps très contrasté parce que douloureux. C'était à Athènes lors de mes derniers championnats du monde. C'était Ouais. en 1999, si je ne me trompe pas. Et cette compétition, c'était vraiment la synthèse de ce que fut ma carrière, c'est-à-dire un mélange de haut et de bas. Il faut savoir que Ok. l'haltérophilie se joue entre deux mouvements principaux qui sont à la fois l'arraché et l'épaulé jeté. Et pendant la préparation de cette compétition-là, je me souviens que j'avais galéré comme un fou furieux. J'avais les deux genoux qui ressemblaient à des genoux d'éléphant. Et je suis arrivé à cette compète déterminée parce que voilà, au mouvement de l'arraché, j'ai eu le privilège de battre mon record. Et battre son record sur un championnat du monde, c'est la Wow. quintessence de ce qu'on peut vivre de mieux en termes d'émotion. Là, vous passez pas tous les états parce qu'il y a une préparation, une planification. Vous arrivez le jour J, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et vous battez un record sur un plateau mondial. C'était génialissime. Sauf que dans la suite de la compétition, à l'épaulé jeté,
J'avais tout donné à l'arraché et que mon genou, effectivement, m'avait relancé et j'avais été très, très mauvais dans la deuxième partie de la compétition. Ah, Et ça aussi, donc ça a fait le haut et le bas. ça a Je fait le haut et comprends le bien. bas. Et j'étais à la fois très abattu, mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai appris à mitiger, à relativiser et surtout à mettre de la distanciation à tout ça. Donc finalement, c'était à la fois le bon et le moins bon. Mais ça fait partie de toute façon de votre évolution, de votre vie. Vous avez vu vraiment ce jour-là que on peut avoir tout et d'un coup on nous reprend un peu ce qu'on avait C'est et c'est une bonne leçon de vie, c'est de se dire qu'en fait bah rien n'est acquis, c'est le travail. Bien sûr quand on ne peut pas, quand on s'est blessé, bah on fait autre chose, mais vous n'êtes pas resté à vous apitoyer sur votre sort et ça c'est beau déjà. Je c'est tenais à vous féliciter pour ça parce que moi par exemple je me suis toujours lancé dans des projets. Quand le projet au final bah on l'abandonne, c'est vrai qu'on a un petit pincement de cœur de se dire on a tout donné pour au final ne plus le faire. exact. Vous, vous avez tout donné, malheureusement c'est indépendant de votre volonté, bah vous êtes lancé dans autre chose, dans la musique, dans les bouquins. Vous avez été aussi, ça je l'ai noté parce que vous avez reçu 2 médailles parce que vous avez été formateur au. Attendez, je l'ai noté. Excusez-moi, hein, 2 secondes. C'est deux médailles de la Euh, ville en fait. vous C'est avez deux voilà médailles de la médaille de ville. la ville de Neuilly-sur-Seine parce que vous avez pour contribution au rayonnement du sport local. Oui. C'est ça. Euh, les deux médailles en fait c'est plus symbolique qu'autre chose. Hein. Ouais, mais c'est déjà beau de recevoir comment dire, un accomplissement dans son travail et qu'on vous donne quelque chose en retour par la municipalité, on va dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est avantageux, Mais j'aimerais profiter de votre question justement pour bien sûr. rebondir parce qu'effectivement, je viens de recevoir une troisième Ah, médaille que je vais dédier aux jeunes, à la fois à tous les jeunes des cités de France. Parce que dans ma cité, des Amandiers à Carpentras, où j'ai été animateur de quartier pendant très longtemps, j'ai toujours dit à mes jeunes, quand vous entreprenez, quel qu'en soit le projet que vous initiez, allez jusqu'au bout de vos projets. c'est Cette beau. médaille que je viens de recevoir il y a quelques jours, c'est la médaille de bronze du travail. Parce D'accord. que au Sporting Club de Neuilly, j'y suis depuis 15 ans. En Wow. 15 ans, j'ai pas manqué un jour de boulot, par exemple. Donc, c'est l'éloge de l'effort. C'est l'éloge de l'effort au quotidien. Et c'est ça que je veux transmettre à mes petits. On ne peut pas dire aux enfants ne fumez pas et dès qu'on a tourné, on prend le premier virage, on allume une cigarette. C'est vrai. C'est notre propre comportement qui fait que, à un moment donné, nous sommes crédibles auprès des petits ou pas. Donc, cette troisième médaille, pour moi, a plus de valeur que, je ne veux pas dire pas que les deux premiers Ouais, parce qu'on ouais, va pas non, la je vois ce que vous voulez hiérarchiser. dire. C'est que celle-là, elle est symbolique, quoi. Celle-là, elle est Ouais, ouais. symbolique. C'est vraiment la médaille de l'effort. On a toujours prôné les valeurs de l'effort. Nous, on vient tous du ghetto, on vient tous de très bas, mais à force d'abnégation, à force de volonté, on peut y arriver. Ça fait un peu plus de 10 ans que je connais le frérot Alibi, et s'il y a un exemple d'entrepreneuriat, quelqu'un qui est vraiment dessus, c'est pas parce qu'on est sur son média, et même le fait qu'on soit sur son média est une preuve d'ailleurs qu'il faut Oui. toujours entreprendre. Je l'ai Et toujours croire connu en ses rêves, voilà, je l'ai bien toujours sûr. connu entrepreneur. Et moi-même, c'est la quintessence, même c'est la définition de se prendre en main. Et c'est cette valeur-là que moi je voulais faire Eh transmettre ben, aujourd'hui. merci beaucoup pour ce beau message. Ben, c'est normal. Et justement, en parlant de tout ça, pourquoi ils vous ont pas donné la médaille d'or? Parce que là, vous avez une médaille de bronze. Je me suis posé la question. Et c'est hyper hiérarchisé. Ah, d'accord. La médaille de bronze, je suis allé finalement voir. Je savais même pas que ça existait qu'on donnait la médaille parce que tu as D'accord, fait ok. ton taf. J'ai jamais su que ça existait. C'est mon président au taf qui Ouais, m'a fait qui a monté tout le dossier, qui m'a mené c'est gentil en là-dedans. tout cas. Donc je suis allé voir en fait pour avoir d'or dans cette affaire-là. Il faut bosser au moins pendant 30 ou 35 ans. Ouais, c'est pas la peine. Restons sur médaille de bronze, c'est très bien comme ça. Donc si tout va bien, peut-être dans Dans 4, quelques années, hein, voilà, si peut-être, tout hein. va bien dans 4 ou 5 ans, j'aurai la médaille d'argent. Et dans 30 ans, peut-être la médaille de Eh bronze. Donc, ben, eh ben, on vous le souhaite, on vous le souhaite. En tout c'est pas cas, le but voilà. non plus, c'est pas le but non Non, plus. C'est la le but cerise sur c'est, le, c'est la cerise sur le en gâteau. tout cas, Donc, si vous avez une voilà. récompense comme ça, c'est vraiment que vous avez fait du travail acharné. C'est plus ça que je voulais souligner que juste parler de médailles. Les médailles, on s'en fout un peu. C'est vraiment le travail qu'il y a derrière pour pouvoir recevoir une distinction. Ça, c'est important. Et c'est l'occasion, pardon, je te coupe Ouais, bien là, sûr, de bien sûr. valoriser le travail d'équipe. C'est bien. Si j'ai reçu ces médailles-là, c'est parce qu'autour de moi, il y a une équipe C'est beau. vertueuse qui sait s'impliquer. On dit un pour tous, tous pour un. Et le Sporting Club de Neuilly, ça a été ça tout le temps. J'ai commencé en 2010 là-dedans. Il n'y avait pas une seule femme là-dedans. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes en termes d'adhérents. Entre-temps, on a 2 équipes C'est beau. en équipe régionale. Nos filles en élite, c'est l'équivalent de la première division au foot,
a terminé deuxième du championnat cette année. Les garçons ne sont pas en reste puisqu'on a gagné la Coupe de France mixte pour la première fois l'année dernière. Donc c'est une dynamique vertueuse impulsée par un travail collectif. Les gens me voient beaucoup parce que je suis à gauche, à droite, je bouge beaucoup. Mais en réalité, derrière, c'est une équipe formidable qui œuvre au service du collectif et du plus grand nombre. Eh ben, Monsieur Claude Feman, merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, allez acheter son livre à partir du 4 août, c'est ça? C'est ça. À la Fnac, Les Sentiers de la Vertu. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit pendant cette interview. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur Art Top TV. J'ai été honoré. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir.